Bonsoir. Voilà. Bonsoir, bonsoir Mary Wenker, bonsoir Thomas Epitofalo. Merci d'être là ce soir avec nous dans cet espace un peu particulier du Zoom, streamé sur Facebook. Bonsoir à ceux qui nous regardent en ce moment. Mais on se retrouve au moins ensemble quand même pour discuter de vos livres, d'une situation qui raconte chacun une situation dramatique qui se vit aujourd'hui en Grèce, en particulier dans les îles de la mer Égée, et que vous avez parcouru, où vous avez passé du temps et que vous allez partager avec nous ce soir. Donc, en 2 mots, je vais juste vous présenter rapidement. Donc, Marie Wenker, vous êtes thérapeute, hein, et vous avez fondé une association d'aide aux réfugiés, Choose Humanity. Et ça fait en tout cas 5 ans que vous parcourez ces îles et cette région. Hem, et que vous êtes revenu, je crois, très récemment d'ailleurs d'un voyage à Lesbos, hein. À Chios. À Chios, pardon. Thomas, Epitofalo, vous êtes journaliste, hein, vous avez vécu en Grèce, où vous étiez basé pour, faire des reportages et rapporter l'actualité de la région et vous avez, vous aussi, été observé, raconté, partagé aussi en tant que bénévole, pas seulement en tant que journaliste, le quotidien, des gens qui se retrouvent dans les camps et dans le système des demandes d'asile en Grèce. Et vous avez tous les 2, suite à ces expériences-là qui visiblement ont été très marquantes pour vous, écrit, un livre. Donc Mary Wenker, vous avez écrit «Écho de la mer Égée», qui est, une petite, un recueil de petits instants, de petites rencontres, parfois furtives, parfois fondatrices, où on ressent et on met vraiment des visages, des émotions sur, les individus qui sont, ces personnes, qui pour nous se regroupent sous le nom de réfugiés ou requérants, et vous leur donnez vraiment vie, vous donnez à voir, leurs histoires antérieures, leurs besoins de consolation, leur rage, leur courage, tout ce qui les habite comme humains, et je tenais à dire que ce livre, a une qualité énorme, c'est qu'il arrive à faire ressentir la rencontre, humaine, tout simplement, et vous arrivez à vous mettre à la place, hein, des gens que vous rencontrez, et pour le lecteur, c'est comme une petite fenêtre qu'on ouvre, sur leur réalité. On a vraiment le sentiment de les rencontrer nous-mêmes. Donc vraiment merci pour ça, heu, vraiment. Thomas, par contre, vous avez opté pour un roman reportage qui est une toute autre approche, en fait. C'est très documenté, il y a énormément d'informations très, très précises, sur, les procédures, sur, les liens entre les différents acteurs, hein, de ce système qu'est l'asile, en Grèce. Hem, on retrouve aussi des personnages donc fictifs, mais qui ont été inspirés, par des rencontres, qu'on ressent comme réelles. Et là, je voulais dire, j'ai pas fait le lien, mais ceux qui ont ouvert le stream, avant qu'on commence à parler, vous avez peut-être vu une vidéo avec un jeune homme, assis, au bord de l'eau, et qui est en fait celui qui a inspiré un de vos personnages principaux, Ilias, qui est un jeune, de Côte d'Ivoire, hein, qui se retrouve, coincé, dans ces camps, à qui il arrive toutes sortes d'embûches, et d'obstacles. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est que il y a les réfugiés, il y a les gens qui viennent d'ailleurs et qui essayent de passer en Europe, mais il y a aussi le maire de Lesbos, ses problèmes, son humanité, ses limites, ses besoins. Il y a un commissaire grec, un commissaire européen avec aussi son point de vue. Il y a un policier grec qui est en première ligne
et qui doit tous les jours appliquer des lois et des ordres qui lui sont parfois intolérables et qui font de lui quelqu'un qu'il n'a pas envie de devenir non plus. Il y a un vieux professeur de droit qui est dans une bibliothèque qui fait un peu l'historique de tout ce qui s'est passé depuis 5 ans. Donc, on a vraiment une vue d'ensemble. Il y a des journalistes comme vous, qui sont aussi des héros de l'histoire, des bénévoles. Donc, on a dans vos 2 livres vraiment deux approches de la réalité, de l'épaisseur de ce qui se passe là-bas en ce moment et depuis 5 ans, quoi. Donc, avant de vous laisser la parole, parce que c'est quand même vos histoires et ce que vous pouvez partager ce soir avec nous qui nous intéresse, je voulais juste faire un tout petit topo factuel pour rappeler les chiffres, les faits, vraiment assez rapidement, mais comme ça, on aura les chiffres. Donc, on parle de combien de personnes, finalement, qui sont dans cette situation. Donc, aujourd'hui, il y a 121 000 réfugiés requérants d'asile en Grèce, 98 000 qui sont dans des camps ou répartis sur le continent, près de 23 000 sur les îles. Et si on regarde par rapport à cette année, il y a eu 13 000 arrivées en 2020 et 950 juste au mois de septembre. Sur les îles en particulier, où vous avez passé le plus de temps, il y a près de 20 000 personnes. 21% c'est des femmes, 28% c'est des enfants et 2 tiers ont moins de 12 ans. Et parmi eux, il y a 6% qui sont des mineurs non accompagnés. Ces mineurs non accompagnés, donc il y en a 4 500 dans toute la Grèce, majoritairement des garçons, 400 en moins de 14 ans. Ils se retrouvent seuls dans ces conditions. D'après les ONG et le HCR, près d'1 millier vivent vraiment dans des situations totalement insécures, c'est-à-dire dans la rue ou dans des squats, donc ils ne sont absolument pas pris en charge. Dans les hotspots, ce qu'on appelle les hotspots, donc c'est ces 5 centres dans les îles de Samos, Lesbos, Chios, Kos et Léros, la situation est catastrophique. Ces 20 000 personnes vivent dans des conditions absolument terribles. En gros, pour ces 20 000 personnes, il y a 6 000 places d'accueil réelles. Donc, ça vous laisse imaginer les conditions d'insalubrité, d'insécurité, de violence qui est générée par cette promiscuité et cette misère. Je crois que le camp de Samos, de Vati à Samos, mais vous nous en parlerez, est un des plus rudes, où il y a 6 000 personnes qui vivent dans un endroit qui est prévu pour 600 personnes. Ces conditions, évidemment, elles ont créé encore d'autres problèmes, notamment des incendies. Voilà, on voit des images apparaître à l'écran. Dernièrement, au début de l'année 2020, il y a eu un incendie dans le camp de Moria à Lesbos qui a laissé plus de 12 000 personnes sans abri. D'après ce que j'ai compris, un deuxième camp a été mis en place à la suite de cet incendie, mais c'est, paraît-il, encore pire qu'avant. Il n'y a pas d'eau courante, pas de service de soins, pas d'aide juridique, pas d'accès finalement à ce deuxième camp. Les tentes ne sont pas faites pour l'hiver et c'est sur un terrain qui était un ancien terrain de tir avec un corps qui a dû être débarrassé des balles et des bombes qui étaient laissées sur ce terrain. En plus, avec les pluies d'octobre, il y a des inondations, donc les gens vivent vraiment dans la boue, quoi, avec des tentes qui ne sont absolument pas prévues pour l'hiver. Donc voilà, en fait, par rapport à tout ça, je donne un peu des chiffres, des faits. Voilà, on a vu quelques images. On dit beaucoup de choses, puis en fait, on ne dit pas vraiment grand-chose de ce que c'est réellement. Et c'est là qu'on se réjouit de vous entendre maintenant, pour que vous nous racontiez avec votre épaisseur de mots, avec votre sensibilité et votre regard, ce que vous voyez de tous ces faits que je viens d'énumérer là. Donc, je ne sais pas si chacun d'entre vous, Mary d'abord et Thomas ensuite, vous pouvez nous raconter cette expérience, qu'est-ce que ça a été pour vous, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez compris.
Moi, je suis partie à Chios la première fois il y a à peu près 5 ans. Un peu par hasard, l'idée c'était d'aller faire une mission auprès des réfugiés. J'avais essayé de contacter Calais, ça ne s'est pas donné. Je me suis retrouvée à Chios et je n'ai pas pu arrêter d'y aller. Quand j'ai commencé à travailler à Chios, c'était dans une équipe qui accueillait les bateaux sur les plages. Et puis, comme le disait le jeune dans la vidéo de départ, c'est vrai que ce qui était choquant, c'était de voir arriver ces personnes avec le sourire, qui louaient le Seigneur pour les croyants, qui avaient l'impression d'avoir touché le paradis sans du tout s'imaginer ce qui allait leur arriver. À l'époque, à Chios, il y avait déjà le camp de Vial, c'est le seul camp qui subsiste, mais on avait 2 autres camps. Et à l'époque, j'imaginais, je trouvais ça terrible et on était loin, quand je dis on, c'est toutes les organisations qui sont encore présentes sur le terrain, on était loin de s'imaginer que 4 ou 5 ans plus tard, on dirait mais finalement c'était le paradis. Parce que année après année, ça s'est détérioré et depuis le début de l'année, ça s'est détérioré plus encore. Ça s'est détérioré quand Erdogan a ouvert pendant un mois ses frontières en faisant croire que les frontières de la Grèce et de l'Europe étaient ouvertes. Et que la Grèce a décidé pendant un mois de ne pas donner la possibilité aux personnes qui arrivaient de pouvoir déposer une demande d'asile. Ça s'est complexifié avec le Covid, bien sûr. Si on prend, il y avait quelques images de kiosques tout à l'heure, je pense que c'est important de dire que les hotspots, il y a 3 hotspots. Donc, quand on dit les hotspots, ça veut dire que c'est des endroits où les demandes d'asile vont être traitées, ce qui n'est pas le cas sur Kos. D'accord. La configuration est toujours la même. Vous avez vu des barbelés. Donc, il y a toujours un camp fermé, encerclé de barbelés dans lequel les bénévoles n'osent pas entrer. Et c'est dans ce camp, avec les barbelés, qu'on compte le nombre de places susceptibles d'accueillir un certain nombre de migrants. Pour Chios, c'était à peu près 1000 personnes. Et puis, tout autour, c'est construite ce qu'on appelle la jungle ou la savane. Et ça, on retrouve la même configuration à Samos, à Chios ou à Lesbos, avec des gens qui effectivement vivent entassés dans des tentes qui se fabriquent eux-mêmes. Suite à l'incendie qu'il y a eu récemment à Samos, on n'a pas reconstruit des tentes, on a simplement donné des bâches aux réfugiés qui ont pu se débrouiller comme ils voulaient. Avec les ordures, on voit sur cette image, je veux dire là, c'est une image que j'ai prise à Chios récemment. Il n'y a pas de conteneur pour les ordures, on ne distribue pas de sacs à ordures, ça c'est les équipes de bénévoles qui le font. Mon dernier séjour, je l'ai passé à ramasser des bouteilles d'urine et des barquettes qui étaient utilisées pour déposer des crottes humaines, donc je vous laisse imaginer les odeurs. Il n'y a pas de sanitaire, il y a bien sûr ces enfants qui sont là, c'est des gosses qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont pas été à l'école dans leur pays d'origine, qui ne vont pas à l'école en Grèce non plus, même s'il y a eu quelques tentatives de scolarisation qui ont toutes été avortées pour des raisons diverses, quoi. Donc aujourd'hui à Chios, on a légalement, officiellement, environ 3000 personnes. Les personnes qui y travaillent parlent d'une population de 4000. Il faut savoir qu'avec la nouvelle loi du gouvernement Mitsotakis, les réfugiés, une fois l'asile accordé, n'ont le droit qu'à un mois de soutien. Le soutien, ça veut dire vivre dans le camp ou vivre dans un appartement pour ceux qui ont eu le privilège d'être placés dans un appartement et recevoir aujourd'hui 75 € par mois. Donc, dans le camp de Vial, comme dans les autres camps sur les autres îles, il y a beaucoup de réfugiés qui ont obtenu l'asile, mais qui ne savent juste pas quoi faire. Donc, qui restent, qui n'ont pas le droit à la distribution de nourriture, mais qui sont quand même dans les camps. Donc, les chiffres officiels ne sont pas tout à fait fiables. D'accord, c'est-à-dire que même s'ils reçoivent l'asile, hein, on leur accorde l'asile, mais il n'y a rien pour les soutenir en Grèce, quoi. Alors, il y a des programmes officiellement sur papier, bien sûr qu'il y a des choses. Donc, ils reçoivent, avant, en étant dans le camp, chaque réfugié touchait 90 €, ça s'est baissé à 75. Là, au bout d'un mois, ils ne touchent plus rien. Théoriquement, il y a un programme pour faciliter l'intégration qui s'appelle Helios. Un jeune que je suis, mon interprète à Chios, ça fait depuis la mi-juillet, date de son obtention de l'asile, qu'il essaye de profiter du programme Helios, il n'a toujours pas réussi. Donc, il faut ouvrir un compte en banque. Pour ouvrir un compte en banque, il faut un numéro ceci. Enfin, c'est très, très compliqué. Tout est vraiment fait pour dissuader les gens de rester alors qu'ils n'ont pas d'autre choix que de rester. Parce qu'une fois qu'on a obtenu l'asile en Grèce, on doit vivre en Grèce. L'option, ben voilà, exactement. Donc, et c'est pas forcément compris par tous les réfugiés, et c'est pas forcément compris non plus, même par des personnes qui travaillent dans des organismes grecs, qui disent mais pourquoi ils restent maintenant, ils ont leur papier, ils peuvent aller en Europe. Alors vrai que avec leur passeport de réfugié, ils peuvent se déplacer dans l'Union européenne,
pour un temps maximal de 3 mois, mais ils n'ont pas le droit d'y travailler. Ils n'ont pas le droit de déposer une nouvelle demande d'asile. Je veux dire, c'est les accords de Dublin qui sont la règle, quoi. Mais ça, c'est des rêves que beaucoup ont encore. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui quittent la Grèce une fois qu'ils ont réussi à établir les documents qui vont leur permettre de voyager, mais sans espoir. Donc, vous, en tant que personne, qu'est-ce que ça a changé pour vous d'aller voir ça? Parce que vous y retournez, vous avez fondé une association, donc c'est évidemment un tournant dans votre vie. Bon, j'ai toujours travaillé avec les populations migrantes, même en Suisse. J'étais enseignante spécialisée, j'ai travaillé beaucoup dans les classes d'accueil, etc. Là, j'ai le privilège d'être indépendante, d'avoir mon cabinet d'hypnothérapeute. Donc, ça me permet de faire des va-et-vient, ce qui explique aussi que, en principe, j'y passe 2 semaines par mois, ce qui me permet de suivre les clients que j'ai dans mon cabinet et puis de me raccrocher un peu dans ce que je fais là-bas, en travaillant, en collaborant beaucoup avec les autres organisations sur le terrain. J'ai commencé par Chios en suivant aussi des réfugiés que j'ai connus, qui se sont déplacés notamment à Athènes. Je suis commencé à agir un peu sur Athènes. Notre association a aussi des bénévoles qui partent sur le terrain. Donc, comme je n'ai pas un projet fixe sur place, je n'ai pas de bureau ou de centre où je mène mes activités, je suis un peu un électron libre. Les bénévoles, en fonction de leur profil, je les adresse à différentes organisations. Et là, on a un médecin qui est parti déjà il y a 2 ans. Il a commencé par Chios et maintenant il va sur Samos. Donc, on soutient aussi des projets qui sont sur Samos. D'accord. Ça change la vie. Je veux dire, moi, j'ai l'impression d'avoir 2 vies. Quand je rentre à Chios, j'ai l'impression de rentrer à la maison. J'ai l'impression que c'est plus facile pour moi de m'intégrer quand je rentre à Chios que quand je reviens ici. Ici, ça veut dire revenir chez moi, me dire que j'aurai bien de la place à la maison pour accueillir plein de gens, se remettre dans un environnement où les gens que je côtoie saisissent pas forcément la teneur. Je pense qu'il faut vraiment l'avoir vu pour pouvoir saisir ce qui s'y passe. Je veux dire, la secrétaire de mon association, Caroline, ça fait des années qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble dans les questions d'asile, etc. Et puis, qu'elle suit aussi ce qu'on fait avec l'association. Elle est venue ce printemps, c'est vrai que c'était une claque. Donc, je pense que ça ne s'explique pas. Il faut le voir. C'est d'ailleurs ce que votre livre essaye de partager. Hein. Et là, je ne sais pas si on voit à l'écran un personnage, une personne dont vous avez parlé. C'était une histoire très, très triste. Hein. Donc ça, c'est Dimitri. Bon, les illustrations du livre. Bon, d'abord, j'ai envie de dire que ce livre, j'avais vraiment envie que ce soit un projet commun. Ce n'est pas mon livre. Quand je parle de ce livre, c'est un peu comme si j'étais une amplificatrice de toutes les voix, des histoires, des tranches de vie que j'ai eues. Je trouve que c'est un privilège d'avoir pu partager avec des gens. J'ai écrit sans forcément au départ vouloir publier. Je veux dire, c'était le besoin de poser sur papier un peu les choses. Les images, les illustrations, c'est les photos que j'ai faites, mais qu'un réfugié à Fribourg a travaillé pour qu'elles soient sous forme de dessin, qu'on ne les reconnaisse pas. Les petites citations de départ, j'ai demandé à des amis réfugiés de les choisir. J'avais envie qu'il y ait du farsi et de l'arabe dans le livre. Les textes ont été relus par la plupart des gens avec qui je suis encore en contact. J'avais envie qu'ils soient OK. Ils ont choisi leur prénom d'emprunt. Donc, c'est notre livre à tous, quoi. D'accord. Ouais. Merci. Avec plaisir. Allez, Thomas, je vous pose la même question. Alors, vous, finalement, cette expérience qui a abouti à ce livre, qu'est-ce que vous y avez vu, vous? On ne vous entend pas. Et le micro. Allô, allô. Voilà, là, ça marche. Oui, donc bonsoir à tous. Merci d'être là pour nous écouter. Merci aussi à Vivre Ensemble qui a organisé ce Facebook Live. Donc pour répondre à la question, donc la question, oui, ben, en fait, moi, j'ai toujours eu une approche très académique en fait de la migration d'abord par mes études. Donc on s'initie aux institutions, comment ça fonctionne. C'est des choses qui sont très théoriques. Et puis après, en tant que journaliste, on commence par faire des reportages via ce qu'on appelle des images EVN. Donc, c'est des images qu'on reçoit à la rédaction, avec lesquelles on retravaille
le réel, et puis ensuite le reportage est diffusé le soir au 19h30 ou au 12h45 ou à la radio, etc. Et puis, j'en avais fait beaucoup quand même de ces reportages, donc je me disais, je sais de quoi il s'agit, je sais ce que c'est, je peux m'imaginer la misère parce qu'on voit, etc. Mais en fait, c'est vrai que l'expérience du terrain est une chose qui change totalement le point de vue et le ressenti, parce que pour une fois, on voit les gens, on discute avec eux, on a pas seulement les images, mais on a aussi les odeurs, on a toute la tristesse, on suit les personnes qui à l'arrivée, ont tout un parcours qui est souvent assez semé d'embûches. On les voit aussi arriver très heureux, mais petit à petit tomber dans une forme de léthargie, de tristesse, etc. Donc, ça a changé beaucoup de choses d'être sur place. On se rend évidemment mieux compte. Et puis moi, je raconte souvent que la première fois que je suis allé faire un reportage en 2015 pour la RTS, j'étais envoyé comme stagiaire à l'époque, et c'est la première fois que j'avais un peu le droit, comme ça, c'était un peu le sucre de partir à l'étranger pour aller avec ma petite caméra voir ce qui se passait dans d'autres pays du monde. Et je suis parti un peu naïvement. Et puis on se dit, en fait, je me souviens très bien de me dire, en étant dans le taxi, en sortant de l'aéroport, de me dire, mais qu'est-ce qui se passe si, en fait, je croise personne, et si je vois aucun réfugié, aucun requérant, comment je vais faire mon reportage? J'avais peur de manquer d'images. Et on n'a pas fait 5 minutes sur la route qui conduit au cœur de la ville de Mytilène à Lesbos, et il y a des bateaux qui arrivaient. Et en fait, là, on est face à ça, et puis tout de suite, on est plongé dans le bain. Et puis on se dit, ah ben ouais, ok, ben c'est vrai, ça veut dire que sur notre planète, sur cette Terre, il y a des gens qui en fait doivent prendre des petits bateaux pour traverser une mer et puis pour rejoindre un continent. Et en fait, tout d'un coup, on se dit, mais c'est complètement absurde, c'est hallucinant ce qui est en train de se passer devant mes yeux. Et voilà, ils sortent, ils ont froid, etc. Et puis on se rend compte que c'est une réalité qui est vraiment à nos portes, en fait, parce que c'est vraiment à côté. On est tous allés en Grèce, on a tous passé des vacances là-bas. Et voilà, mais j'ai envie aussi de dire que j'ai rapporté beaucoup de choses positives de mon côté. Je ne veux pas parler que de la misère, parce que c'est vrai que ce serait de lui donner trop de place. Moi, j'ai dans mon téléphone des messages tous les jours avec des gens qui sont à Samos, puisque c'est là que j'étais en dernier, des coups de fil, et ce livre aussi qui, pour moi, était une grande aventure. Donc, j'en tire aussi beaucoup d'énergie positive. Je trouve qu'il y a des gens magnifiques qui sont sur le terrain. J'ai fait des rencontres vraiment extraordinaires, des amitiés, etc. Donc, je ne retiens pas que la misère, et je crois que même les requérants, eux aussi, ne retiennent pas que la misère. Il n'y a pas que ça. Il y a des belles histoires, et puis c'est aussi de ça que je voulais parler dans le livre quelque part, et là-dessus que j'aimerais aussi mettre un peu plus l'accent peut-être. Mais je pense que vous avez tout à fait raison, et je pense que vos 2 livres parlent de ça aussi. Que ça soit dans les moments que le livre de Marie retransmet, ou dans votre livre aussi, il y a effectivement cette relation humaine à la vie, et votre personnage d'Ilias, je ne sais pas si ça a pu se sentir dans la vidéo du jeune homme qui l'a inspiré. Il vous ressemble, hein, il a juste envie de vivre, il a plein de rêves, il est incroyablement vivant en fait, hein, et ils le sont tous, hein. Donc je ne sais pas si vous avez envie peut-être de raconter un peu ces moments-là aussi. Oui, volontiers, en tout cas un petit mot sur Ilias. C'est vrai que la Ouais. vidéo, là, ça m'a fait plaisir de la revoir, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu son phrasé aussi, et la manière dont il s'exprime, qui pour moi m'a tout de suite réveillé pas mal de souvenirs. Et puis on le voit là, il est tellement plein d'espoir, plein de détermination, et il dit, je veux aller étudier, je veux aller apprendre. Et franchement, moi, ça a été une vraie leçon de vie que de le rencontrer. Ça a été une rencontre qui m'a très clairement permis de comprendre
les différences qui sont les nôtres, parce qu'on vient de continents différents, on vient de cultures différentes. Lui était un croyant, on l'entend dans la vidéo aussi, il dit souvent que si grâce à Dieu, etc. Alors que moi, je suis un jeune d'un pays moderne qui croit aux data et qui croit aux analyses et aux statistiques. Donc, on était très différents. Puis à la fois, c'est un peu ce que je raconte aussi dans la préface du livre, on est tellement semblables parce que tous les deux, on n'a qu'une ambition. Bah, c'est ce que je raconte souvent, c'est devenir quelqu'un, c'est sortir d'une forme d'anonymat, que ce soit à travers moi, ma carrière de journaliste, ou lui, comme c'est le cas pour tous ses amis aussi de la Côte d'Ivoire et de beaucoup de pays d'Afrique. Pour eux, la seule manière d'être quelqu'un, ils ont l'impression que c'est de partir, c'est de venir chez nous. Et ça, on aura beau, voilà, on parle beaucoup des pushbacks et de la manière dont les États essayent d'entraver leur imaginaire ou même physiquement d'entraver leur détermination. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais dans leur tête, c'est là-bas que ça se passe, c'est l'Europe, malheureusement, c'est la consommation, c'est les baskets, c'est les casquettes, c'est tout ça, c'est la gloire, c'est le foot, et ça, ça vous déplace des montagnes, et ça vous déplace des bateaux de surveillance et même des camps. Donc, il faut vraiment s'imaginer qu'il y a une détermination folle. Et ça, nous, on pourra mettre toutes les barrières, ça n'y changera rien. Donc ça, c'est effectivement pour des jeunes qui viennent de pays, enfin, de Côte d'Ivoire ou d'endroits, mais il y a aussi des gens qui sont vraiment chassés par la guerre aussi. Hein. Alors, Il n'y a c'est pas clair, que, pas que le rêve. moi, là, je parlais d'un cas d'Ilias, ouais. où c'est vrai que pour l'Afrique de l'Ouest, c'est compliqué parce qu'il y a peu d'États qui sont reconnus en guerre, donc même dans leur récit, on ne sait jamais exactement qu'est-ce qui les a poussés. J'en parle aussi dans le livre, donc c'est difficile de dire. Après, évidemment que c'est un tout autre cas de figure, les personnes qui doivent quitter la guerre. Là, il n'y a évidemment pas voilà, de raison de questionner leur départ et de questionner leur imaginaire. C'est juste qu'ils essaient d'échapper aux bombes. Donc oui, ça c'est clair, c'est Mais la différent. détermination, elle est la même. Hein. La détermination est la même, et je ne sais pas pour si des Marie, gens toi différents. aussi, c'est un peu ce que tu as rencontré, une détermination, ou est-ce que de ton côté, tu as... Moi, je serais plus mitigée parce que j'ai l'impression qu'il y a 4 ans, 5 ans, quand j'ai commencé, il y avait ça. Beaucoup plus. D'espoir. Beaucoup plus d'espoir. Maintenant, j'ai l'impression quand même que les gens se rendent compte du panier de crabes dans lequel ils sont tombés. Il y a aussi des témoignages. Alors, c'est vrai, on parle des Africains et puis j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui avaient envie de faire du foot. J'en connais un qui est arrivé à Athènes. On lui a proposé un contrat de foot. Il était tout content. Puis, juste avant de signer, l'entraîneur lui a demandé de coucher avec. Et il a refusé. Donc, il y a beaucoup d'abus aussi. Puis, il est tombé des nues. Un autre jeune, quand il est arrivé, il témoigne dans une petite vidéo que j'ai mise sur ma page Facebook, et il parle à ses compatriotes en disant, mais vous ne vous rendez pas compte, l'Hexagone, comme ils appellent l'Europe, hein, c'est pas ce qu'on croit. Puis il les décourage vraiment de venir. Et je pense qu'il y a de plus en plus de témoignages aussi qui vont dans ce sens-là. Ils se rendent compte aussi, parce qu'ils ont des amis qui sont partis, qui ont essayé d'aller en France ou d'aller ailleurs et qui ont été renvoyés en Grèce, ils se rendent compte que c'est pas facile et qu'ils sont coincés. Et il n'y a pas de perspective de futur en Grèce. Il ne faut pas déconner. Je veux dire, il faut vraiment être... je ne sais pas, moi je connais personne qui s'en sort bien en Grèce. Je veux dire, ils ont l'intention de faire des formations, de faire des études, mais il n'y a pas de possibilité. Donc, moi, je ne les sens pas tellement en vie que ça, quoi. Peut-être que je les sens en vie au départ, et puis il me semble qu'ils sont vite absorbés quand même par cette sensation d'être comment ça, pris dans une sorte de sable mouvant, et ils ne peuvent pas avancer. Et dans le camp, c'est la survie au jour le jour. Je veux dire, les hommes et les gamins, le matin, ben, ils vont essayer de trouver un peu de bois pour se faire du feu parce qu'il commence à faire froid, ou pouvoir cuisiner un peu différemment la nourriture de merde qu'on leur met dans les petites gamelles. Je veux dire, je crois que c'est un luxe qu'on a, nous, aussi, de se projeter puis de rêver comme ça. Puis si certains, en arrivant à effectivement ce rêve-là, il me semble qu'ils déchantent quand même assez rapidement, plus rapidement aujourd'hui que par le passé. Est-ce que vous avez des nouvelles d'Ilias, par exemple?
J'ai des nouvelles d'Ilias. Enfin, j'ai des nouvelles pas fraîches. Aux dernières nouvelles, il était en France, il était à Paris. Je ne sais pas il a obtenu l'asile, puisque c'était à cette époque où il y avait tellement enfin, que Dublin avait été en fait bloqué un certain temps. Les États s'étaient mis d'accord pour dire qu'on ne pouvait pas réactiver les cas Dublin parce qu'il y avait trop de monde partout, et donc la loi avait été gelé. Et puis, il a profité de ce moment-là pour déposer une demande d'asile en France et qui a été acceptée. Et il avait réussi à quitter la France par avion avec une journaliste d'ailleurs qui était venue faire un reportage et qui l'avait pris sous son aile en disant que c'était son compagnon. Et donc, c'est comme ça qu'il avait pu partir. Je n'ai pas de nouvelles tout à fait récentes. Mais pour juste répondre à Marie, effectivement, bon, dans le parcours migratoire, on parle souvent de 3 temps. Le moment le départ ou tout ce qui précède le départ, l'itinéraire et puis l'arrivée dans le pays d'accueil. C'est un peu comme ça que les académiciens divisent les parcours migratoires. Et moi, je parle bien évidemment du moment où ils sont encore du moment où ils sont encore dans le pays de départ, c'est-à-dire au moment où tout ça se crée, où l'imaginaire se forme. Moi, j'avais fait un travail de master sur la migration de retour au Sénégal. Et c'est là que j'avais pu me rendre compte, en fait, de ça, du fait que même si les gens qui retournent dans les pays avec, par exemple, l'aide volontaire de l'OIM et qui vont donner leur récit assez catastrophique la plupart du temps, parce qu'évidemment, s'ils sont revenus, c'est que ça n'a pas fonctionné. Et ben, ce discours, souvent, il est pas écouté, et souvent, même on traite ces personnes de menteurs pour pas. On dit, mais tu nous dis ça pour pas que nous, on ait accès à cette richesse, etc. Donc, c'est vraiment, je suis tout à fait d'accord avec toi, Marie, pour dire qu'une fois sur place, ils se rendent compte de l'envers du décor et ils voient bien dans quel pétrin ils se sont mis. Et là, pour beaucoup, c'est la descente aux enfers. Ça c'est clair. Et je sais, Marie, que vous y êtes allée en tant que thérapeute. Hein. Et... C'était pas en tant que thérapeute que je suis partie d'abord. Hein. Quand j'ai commencé, j'ai fait, comme je le disais, l'accueil des bateaux, des distributions de vêtements, etc., dans le cadre d'une équipe que j'ai quittée pour être mon petit électron libre parce que j'ai de la peine un peu à me plier au code de conduite dans les organisations, notamment tout ce qui touche justement à la proximité à avoir avec les gens. Je veux dire, moi, c'est l'humain qui m'intéresse, donc j'ai organisé des cours d'anglais, enfin différentes choses. Et puis, effectivement, alors sous ma casquette de thérapeute, j'ai fait pas mal de séances de relaxation, surtout dans les alentours du camp de Vial, dans la savane, comme il disait, de la pleine conscience, de la cohérence cardiaque, essayer de donner à ces personnes des outils qui peuvent les soulager dans leur quotidien. Je veux dire, je relate dans mon livre une histoire d'échange avec le psychologue, où j'ai été amenée à être traductrice pour le psychologue. C'était un psychologue grec de Chios qui traitait des personnes d'origine africaine qui le sollicitaient pour avoir une attestation de vulnérabilité, croyant qu'en étant vulnérables, ils auraient une priorité dans la procédure d'asile, ce qui n'est pas le cas du tout. Donc, ils devaient suivre 4 séances avec ce monsieur qui, après, les adressait à un psychiatre qui, potentiellement, pouvait leur faire cette chose. Et puis, le psychiatre leur disait, mais comment ça se passe les nuits? Est-ce que vous dormez bien? Enfin, et puis, dans le livre, je réponds ce que la personne répond, puis tout ce qu'il peut avoir dans la tête, je veux dire, c'est pas possible de dormir quand on est dans un camp. C'est pas possible de dormir plus de 2 heures ou 3 heures d'affilée. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles du sommeil, des troubles anxieux, je veux dire, des tendances dépressives. Il y a quand même pas mal de personnes qui s'automutilent. Donc, des outils comme la cohérence cardiaque, par exemple, de respiration, c'est vrai que ça m'a toujours touchée parce que viennent suivre ces séances des personnes qui viennent de pays, je pense à l'Afghanistan par exemple, qui n'est pas du tout familier avec des techniques de médecine douce ou de thérapie brève, et puis qui sont un peu réticents au début, et puis qui finalement trouvent que c'est bien, puis qui le pratiquent, et qui arrivent quand même à vivre plus dans l'instant présent, ces petits moments où ils se baladent en faisant de la pleine conscience. On avait fait aussi une expérience avec un petit jeune. Bon, j'adore la photographie.
Donc, on se baladait, puis je lui proposais de faire des photos de détails. On a pris des murs, des petits détails de murs, puis après, on a fait un montage avec picolage, puis après, on dit on essaye de faire avec les bouteilles, parce qu'il y a 1000 carcasses de bouteilles, 2000 carcasses de bouteilles qui sont jetées tous les jours dans les prix. On a commencé à photographier les culs de bouteilles, etc. Puis il m'a dit c'est marrant parce que même avec la laideur, on arrive à faire des belles choses. Donc, je pense que c'est des outils qui sont importants. Puis c'est vrai qu'au niveau, au niveau médical, on le sait, hein, quelles que soient les îles, c'est juste catastrophique. Je crois qu'à Samos, ils ont un médecin officiel dans le camp pour 6000 personnes. À Chios, c'est pas beaucoup mieux. Inutile de vous dire que les prises en charge au niveau psychologique, c'est quasi nul. Quand ça allait, bon, on avait MSF un temps, ils sont partis maintenant, mais qui faisaient venir des psychologues pour un mois ou deux en adoptant des thérapies tout à fait traditionnelles qui n'ont aucun effet sur les traumatismes que ces personnes portent. Parce qu'ils viennent, je veux dire, ils ont accumulé des traumatismes dans leur pays d'origine le plus souvent. Le voyage en tant que tel, c'est juste terrible. Et puis, ce qui se passe dans le camp, c'est traumatisant aussi. Donc, c'est des couches de trauma comme ça qui se créent, qui ne sont pas prises en compte. C'est pas beaucoup mieux pris en compte chez nous, je dirais, hein, en Suisse. Mais je veux dire, c'est difficilement imaginable de penser à ces personnes en termes d'intégration, quel que soit l'endroit où elles vont vivre, sans que tout ce qu'elles ont ramassé comme traumatisme soit traité d'une manière correcte au plan médical. D'accord. Ouais. Et les enfants, je veux dire, moi, les enfants me touchent beaucoup. Parce qu'effectivement, il y a tout ce vécu traumatique, il y a l'absence de scolarisation, de stimulation, il y a une nutrition qui ne correspond pas du tout à des besoins d'enfants. Les fruits, c'est pratiquement denrée, c'est pas distribué systématiquement. Les légumes frais, je vous en passe. Ce qui est dans les barquettes, il y a des dates d'échéance pour la consommation, on se demande ce qu'ils ont mis dedans comme additifs. Je pense que c'est des générations de sacrifiés. Je pense qu'au niveau physiologique, il va y avoir des traces et des dégâts qu'on peut d'ailleurs constater aussi sur les femmes enceintes. Hein. Il y a pas mal de soucis au niveau des grossesses, des naissances de prématurés, d'enfants qui souffrent de porteurs de handicap aussi à la naissance. Je veux dire, ce n'est pas les conditions de vie qui sont... tout le monde le dénonce depuis tellement longtemps, puis ça continue, quoi. Là, j'aurais peut-être une question toute bête à vous poser aux deux, mais comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui fait qu'on en soit à cette situation-là? Alors, je sais que c'est très complexe, la politique, les stratégies de politique d'asile européenne, la situation de la Grèce. Comment vous pourriez résumer ça, peut-être, Thomas, vous qui avez écrit ce livre C'est à moi qui revient cette dure question ouais, de savoir comment on en est arrivé là. Non, bon, je pense qu'il y a tellement de facteurs, il faudrait presque revenir jusqu'à la colonisation, enfin, à l'époque de la colonisation en Afrique. Il faudrait parler de la guerre en Syrie, les raisons pourquoi on s'emploie raison de la migration, d'accord. voilà, à faire la guerre partout autour du monde. Après, il faudrait évidemment, mais si on a un focus un peu plus réduit sur ces dernières années, bon, je pense qu'il ne faut quand même pas évidemment négliger cette année 2015 et l'année 2016 où, suite à la guerre en Syrie, on a eu plus d'1 million de personnes qui sont passées par les îles. Et ça, c'est vrai que un tel afflux à ce moment-là, on a été complètement débordé. En tout cas, les États européens ont été complètement débordés. Est-ce qu'on devait s'y attendre? Est-ce qu'on devrait mieux préparer? Bon, moi, heureusement, je ne suis pas politique, donc c'est pas. En tout cas, on peut faire le constat que c'est mal géré. Ça, il n'y a pas de doute, et ça continue de l'être. Je pense qu'il y a un gros problème en Europe sur la question de la souveraineté, où chaque État veut garder au maximum ses prérogatives concernant la gestion de la migration. On sait que l'Europe a beaucoup de mal
au niveau politique, a beaucoup de mal à s'entendre. Encore aujourd'hui, on a vu dans la presse que la Pologne et la Hongrie avaient bloqué sur le plan européen des propositions qui avaient été faites par l'Union. Donc il y a le volet politique, il y a le volet social, il y a peut-être nous aussi, les citoyens, qui avons quelque chose à nous reprocher, parce que peut-être qu'on n'est pas assez, on n'est pas assez pénalisant dans la manière dont on vote, dont on utilise notre droit de vote. Je crois qu'en fait, on porte tous un peu de responsabilité, certains plus que d'autres, et certainement les politiques beaucoup plus que d'autres. Et n'oublions pas que tout ça arrive au moment où la Grèce est en pleine crise économique. Donc voilà, on voit qu'il y a des États qui sont un peu à bout de souffle, qui sont presque en faillite, et qui, par-dessus ça, doivent tout d'un coup organiser l'arrivée de centaines de milliers d'hommes et de femmes. Voilà, franchement, à un moment donné, je crois que c'était trop. Et le problème, c'est que à un moment donné, c'était trop. On peut le comprendre, mais que dans les années qui ont suivi, on avait très clairement les moyens d'améliorer la situation. Mais Marie probablement le confirmera. Moi, j'ai vu une dégradation année après année. Et à chaque fois que j'y allais, je me disais, je me réjouis de voir comment ça a évolué. Et en fait, c'est incroyable. Mais des fois, on en entend moins parler dans les médias, parce que voilà, c'est plus trop à la mode de parler de ça, où le public était un peu à l'écœurement quelquefois. Mais à chaque fois, c'est pire. À chaque fois, c'est pire. Et ça, c'est très inquiétant, très inquiétant. Cette dégradation, c'est-à-dire que ça devient de pire en pire. On se dit, on va donner des moyens, on va faire accélérer les procédures, on parle tout le temps de ça. Et en fait, c'est le contraire qui se produit. C'est-à-dire, on donne moins de moyens, on fait des procédures qui sont expéditives, donc qui mettent les gens dans des situations encore pires qu'avant. Ils sont moins écoutés. Et vous avez dit, Thomas, quelque chose par rapport à la responsabilité citoyenne, et j'aimerais revenir dessus aussi. Marie, vous vous engagez, vous avez fait une association, et vous êtes très, très, très engagée là-dedans. Mais les citoyens suisses, par exemple, je pourrais parler Ouais. J'ai juste envie de revenir Allez-y. sur cette question de la Grèce, qui effectivement ne peut pas absorber toute cette population requérante d'asile, mais qui a néanmoins signé un contrat avec l'Europe. Donc, c'est vrai que, quelque part, je pense qu'il y a des Grecs qui sont aussi mal à l'aise par rapport à ce qui se passe, constatant qu'il y a effectivement beaucoup de problèmes sur le terrain. Moi, je ne comprends pas que l'Union européenne puisse passer un contrat avec un pays comme la Grèce, sachant que ça sera très peu probable de pouvoir remplir son mandat correctement, tout comme elle l'a fait avec Erdogan et la Turquie. Je ne suis pas sûre que ce soit un manque de moyens. Je ne suis pas sûre que tout l'argent versé à la Grèce passe dans le soutien des réfugiés. Si je prends bêtement l'exemple de la nourriture, et si on compare les budgets qui sont alloués pour préparer à manger pour ces gens et ce qu'ils reçoivent dans leur gamelle, il n'y a pas photo, je veux dire, c'est pas comme ça que ça se passe. Je pense qu'il y a une attention très clair, et c'est un peu ce que Mme von der Leyen a dit à la Grèce quand il y a eu les événements à Evros, en remerciant la Grèce d'être le bouclier de l'Europe. C'est en agissant comme ça qu'on empêche toutes ces personnes de progresser plus loin en Europe, et c'est en les maltraitant le plus qu'on peut s'imaginer que peut-être ils seront moins nombreux à venir. Alors on a évoqué brièvement les pushbacks, c'est vrai qu'il y a moins de bateaux qui arrivent, il y a peut-être moins de départs, il y a de nombreux pushbacks, c'est pas légal, mais on l'accepte quand même. Donc on ferme tous les yeux, je veux dire la Suisse y comprise, les citoyens y compris, parce qu'il y a cette fichue peur de partager nos acquis, de perdre un petit peu de notre pseudo-liberté, de nos sous. Alors c'est vrai que je fais le lien avec la question par rapport à mon association. Je veux dire, moi, je pars du principe que aujourd'hui, j'ai une vie qui me permet de partager. Je peux me permettre de partir là-bas. J'ai une association, mais je paye mes voyages moi-même, parce que ce n'est pas l'association de payer mes déplacements qui sont nombreux. Je considère que les acquis qu'être né en Suisse m'ont permis
de construire, je le dois au hasard de ma naissance, et puis je me dois de partager les privilèges que j'ai, quoi. Pour moi, c'est juste naturel. Donc, c'est aussi un peu pour ça que j'ai de la peine à m'arrêter. Et je pense qu'on ne sait pas comment ça va évoluer sur les îles. Hein. Ma collègue de l'association juridique me disait que l'objectif du gouvernement, c'était de traiter toutes les demandes d'asile, en tout cas pour Chios, d'ici la fin de l'année, ce qui sera probablement pas possible, surtout avec le retard qui se prend en raison du Covid. Et puis, l'objectif, ce serait de fermer ce centre ou de garder dans le camp peut-être que les personnes déboutées qui ne pourraient pas être envoyées, et ça deviendrait un centre de détention. Donc, c'est vrai que par rapport à mon engagement, je me dis, bon, le jour où il n'y a plus de kiosque, qu'est-ce que je vais faire? Mais je ferai autre chose. Toujours dans la même ligne, ça c'est sûr. Je veux dire, c'est pas possible de s'arrêter. On peut pas dire, enfin, pour moi, c'est juste impossible de dire, j'ai fait ma part. Ouais. C'est pas possible. Ça change la vie, quoi. Non, je pensais à ça en lien avec ce que Thomas disait sur le fait que les citoyens on a tous une part de responsabilité, petite ou plus grande. Et je faisais le lien avec ces pétitions qui ont été lancées en Suisse par le CEDRI et le cercle d'amis de l'abbé Cornelius Corr, et qui demandent aux communes suisses de faire pression sur le Conseil fédéral pour demander pour dire on a la possibilité d'accueillir plus de gens, pourquoi on ne le fait pas? Et je crois qu'elle a obtenu 30 000 signatures au printemps, et puis que le Conseil fédéral a fait une réponse tout à fait, enfin un petit peu renvoyer ça du revers de la main, en disant mais de toute façon on accueille 20 mineurs. Ce qui a d'ailleurs indigné ce qui était à l'origine de ces pétitions, c'est-à-dire que, sachant le nombre, le millier de gens et de jeunes dans cette situation, que le Conseil fédéral dise on accueille exceptionnellement 20 enfants, je crois que ça a choqué beaucoup de monde, étant donné ce que vous disiez, Marie, la capacité qu'on a, les sous qu'on a et où on vit aujourd'hui, quoi. Donc, je sais que cette pétition, elle circule. Ceux qui s'y intéressent pourront la retrouver sur le site de Vivre Ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est quelque chose qui doit continuer, Moi, je qu'on pense que doit... c'est important que ça continue. Encore faut-il que la Grèce laisse partir les gens, qui n'est pas donné d'avance. C'est vrai que cette pétition, elle a quand même été évacuée maintenant. Il y a aussi eu tout un relan quand il y a eu Moria, l'incendie de Moria. Je sais, mais j'ai plus en tête quel pays avait proposé d'accueillir des migrants du camp. La Grèce a refusé de les laisser partir pour éviter que d'autres camps, qu'on boucle le feu à d'autres camps, dans l'espoir d'être évacués. Ouais, donc, c'est des situations très, très complexes et très perverses, en fait, finalement. Je pense aussi à un exemple d'une famille que j'ai suivie à Chios, qui a leur fils, ils ont été séparés il y a 4 ans à la frontière irano-turque. Le gamin avait 12 ans. Lui, il a passé, eux n'ont pas passé. Ils se retrouvent à Berne comme mineurs non accompagnés. Une demande de regroupement familial a été faite. La Suisse a accordé à la mi-juin un laissez-passer valide pendant 6 mois pour la famille, pour que cette famille revienne rejoindre son enfant. Il n'y a encore rien qui s'est passé au niveau grec. Parce que finalement, ces ralentissements, donc le fait que ces procédures traînent, tout le monde les ralentit, c'est seulement les Grecs, mais c'est aussi les Européens, parce que moi j'ai cru comprendre qu'en Suisse, par exemple, l'histoire des mineurs non accompagnés, c'est aussi une coordination bureaucratique entre l'administration suisse, l'administration grecque et d'autres administrations européennes qui fait que finalement, alors que la loi dit voilà, ce jeune a de la famille en Suisse, il y a un regroupement familial, c'est une obligation légale, hein, ça peut traîner jusqu'à 2 ans de vie dans ces camps. 2 ans, 3 ans, 4 ans. 4 ans. Il y a des personnes qui débarquent puis qui ont leur entretien d'asile fixé 2 ans ou 3 ans plus tard. Ouais, donc c'est des temporalités quand même très, 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 très longues. Je veux dire, imaginez-vous, qu'est-ce qu'on fait, nous, pendant 4 ans, quoi.
On fait une licence à l'Uni, on fait un gamin, il arrive à entrer à l'école. Enfin, il y a plein de choses qui se passent sur 4 ans. Et puis là, les gens sont suspendus dans le temps, un peu comme les requérants d'asile déboutés en Suisse d'ailleurs, hein, qui sont aussi là depuis Dans longtemps. un no man's land Tout à fait, ouais. complet. Je pense que c'est aussi important de faire un parallèle avec ce qui se passe ici, de ne pas oublier que c'est pas seulement là-bas. Ouais. Ouais. Je voulais, je sais pas, je fais juste une petite parenthèse pour dire à ceux qui sont sur le stream que si vous avez des questions évidemment à poser à Thomas ou à Marie, n'hésitez pas à envoyer un message et je les retransmettrai avec plaisir. Thomas, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était, enfin, on parlait de l'engagement. Dans votre livre, il y a une énorme place quand même laissée à la position du journaliste, hein. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui vous l'ont dit. Et c'est une position que vous montrez de manière assez chirurgicale et sans beaucoup d'illusions, en fait, hein. À la fois avec ce qui est nécessaire de rapporter, et puis c'est une espèce de limite à laquelle se heurtent les journalistes que vous décrivez, où ils ont l'impression finalement d'être pris dans un flot d'actualité et de ne pas arriver à toucher les gens. Oui, c'est clair que les journalistes, en fait, sont des acteurs importants dans cette question de la migration, puisque c'est eux qui vont, en fait, créer ce qu'on appelle l'opinion publique. Donc, ils ont un rôle central pour les citoyens dont on parlait plus tôt. Et moi, j'ai voulu un peu montrer comment ces reportages étaient, dans quelles conditions ils étaient créés, fabriqués, et un peu les coulisses du monde du journalisme. Je n'ai pas été forcément très tendre avec le métier, Non. parce que j'étais en fait souvent assez choqué de la manière dont mes collègues journalistes sur place ou ailleurs approchaient la question migratoire. Et bon, d'une part, il y a toute la question de l'esthétique, c'est-à-dire qu'il y a toute la question de l'image. Donc, on veut faire de l'image de plus en plus, on veut montrer des belles images pour attirer le public. Et donc, on va essayer de faire des images qui, par exemple, sont tournées en 360 degrés. Ça, c'était un des derniers trucs que j'avais vu sur un site qu'on appelle un site à clics, où on fait un maximum de clics, où on avait filmé un sauvetage à 360 degrés. Donc, on voit qu'on va dans une direction où on essaye de faire de tout ça, enfin de la misère, un spectacle. De plus en plus, on l'objectivise, on esthétise la migration, on esthétise la misère, parce que de l'autre côté, on doit faire du clic et on doit faire des vues. Et ça, je l'ai vraiment vu. J'en ai même été quelque part, bon, la victime, c'est un bien gros mot, mais j'ai vu qu'à mon échelle, et c'est ce que je raconte dans le livre aussi, un jeune journaliste comme moi, qui n'est pas forcément encore qui n'a pas beaucoup de bouteilles, lui, ce qu'il cherche à faire, c'est quand même à montrer qu'il a fait le meilleur reportage, qu'il a rapporté les meilleures images, etc., etc. Donc ça nous pousse aussi à des fois en faire trop. Et moi, je raconte comme un jour, j'en ai fait trop, et comme je m'en suis rendu compte peut-être trop tard, ou je ne sais pas. En tous les cas, j'ai une fois envoyé un drone pour filmer une arrivée de bateau. Un passage très dur. Je me souviens que dans le bateau, je me suis approché trop près. Donc, les personnes qui arrivaient sur la côte de Lesbos ont vu cet oiseau en plastique au-dessus de leur tête. Puis, plusieurs se sont levés pour dire bonjour, ou je ne sais pas exactement pour dire quoi. Et puis, on était quand même encore à 100 mètres du rivage, et j'ai vu le bateau qui a un peu tangué, et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Donc, j'ai vite rapatrié mon affaire, mais je me suis juste rendu compte effectivement à ce moment-là qu'il y avait cette envie chez moi de faire le buzz, parce que c'est un marché de freelance, il faut savoir, et donc c'est à celui qui fait le meilleur reportage. Et donc, c'est à celui qui trouve l'histoire la plus délirante. Et au final, on se retrouve avec
le requérant d'asile qui a traversé la mer à la nage, ou j'en sais rien, et on cherche toujours les choses les plus délirantes possibles. Et puis on en arrive à un stade où on oublie la banalité, on oublie qu'en fait le réel, bien qu'il soit, enfin, déjà il n'est pas banal à la base, mais bien qu'il soit tel qu'il est, c'est celui-là qui doit nous intéresser, et c'est celui-là qu'on doit, en tant que journaliste, rapporter. Et donc voilà, je raconte comment Twitter aussi et les réseaux sociaux ont tendance à, effectivement, à mon avis, tendre les extrêmes, c'est-à-dire ceux qui vont se montrer favorables à l'arrivée de personnes qui ont subi des traumatismes, et puis ceux qui ne veulent pas. Et on voit très bien sur la question de l'immigration comme Twitter est un déversoir de haine, et que c'est vraiment le caniveau du débat, en fait. Le caniveau du débat, que c'est un tout venant et que ça n'apporte absolument rien au débat démocratique. Et donc, voilà, ça c'est un peu ce que j'observe sur le terrain. Et avec ce livre, ce que j'ai voulu faire, c'est, au lieu d'envoyer un tweet lapidaire ou un post Facebook lapidaire, je me suis dit, bah, écoute, s'il a des choses à dire, pose-toi à ton bureau, et puis dis-le vraiment de A à Z. Et puis voilà, ça m'a pris 1 année et demie, mais au moins je l'ai fait. Ouais, mais franchement, c'est un résultat super intéressant. Et d'ailleurs, dans le livre, moi, j'ai trouvé très intéressant, c'est parce que d'abord, ça s'appelle Flamme sur #Lesbos, hein, donc c'est pour être précis. Donc, dans le livre, il y a plein de moments où on voit ces fils Twitter Oui. qui renvoient des news où, effectivement, c'est exactement ce que vous venez de dire, cette polarisation absolue de la news, qui n'amène finalement rien. Et ça me ramène à ce que vous disiez au tout début de notre conversation, là, ce soir, c'est que le jour où vous avez juste vu la réalité devant vous de ces gens qui accostent, c'est 1000 fois plus fort et c'est 1000 fois plus vrai que tout ce qu'on peut dire. Et ça, on se demande aujourd'hui, voilà, comment couvrir médiatiquement ça et faire passer le message aux citoyens, aux personnes qui sont des acteurs de cette histoire-là. Ouais. C'est vrai que je ne suis pas tendre avec enfin avec moi-même déjà, mais Ouais. avec mes collègues journalistes. Mais je reconnais aussi que c'est très compliqué aujourd'hui, et que moi, je serais bien en peine aujourd'hui, étant à la tête d'un média, de savoir comment faire, hein, parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, ben, je pense que tout le monde est un peu au courant que ce n'est pas simple avec ces réseaux sociaux. Savoir comment les manipuler, c'est compliqué. Et donc, je ne suis pas plus malin qu'un autre, hein. Mais en tout cas, ce que moi, j'aurais envie de dire, c'est que des fois, je sais que des personnes se disent: ah, mais j'ai peur là-bas d'être mal reçu, ou je parle d'ici d'une personne qui aurait envie d'aller voir par elle-même, hein, parce que c'est de ça dont on parlait aussi. J'ai peur d'être mal reçu sur place, ou j'ai peur d'être choqué par ce que je vais voir, etc. etc. Et c'est vrai que des fois, on se retient nous-mêmes, juste d'aller voir et de dire bonjour et de serrer des mains. Et je le dis à ceux qui hésitent encore ou qui peut-être voudraient le faire: allez-y, parce qu'en fait, on est vraiment, alors, la plupart du temps, très bien accueillis par les ONG sur place, qui très rapidement en plus peut éventuellement nous trouver un truc à faire si une fois on veut revenir ou quoi. Et très rapidement, voilà, on a, c'est vrai, une prise de conscience sur place de ce qui se passe. Et puis ça, c'est sûr qu'il n'y a rien de mieux, évidemment, pour se faire une idée. Donc voilà ce qui est un peu mon expérience. C'est pas possible pour tout le monde, mais faut pas hésiter, je crois, à peut-être les prochaines vacances se dire: ah ben j'irai pas à la plage, mais voilà, aller à Lesbos. Et d'ailleurs, à Lesbos, on peut à la fois aller à la plage, et puis aussi à la Ça fois n'empêche pas. Ouais. aller à la rencontre de ces personnes-là, et puis se rendre compte de leur situation. Ouais. Bon, j'aimerais peut-être, avant qu'on termine, que vous nous disiez l'un et l'autre, aujourd'hui, sur place, c'est quoi les priorités selon vous? Donc, je sais pas, quel est le point qui vous semble être le plus important à relever dans ce qu'il y a à faire ou dans ce que vous estimez être important?
Alors, Marie, ou je sais pas, ou Thomas? pour moi, la chose la plus importante, c'est de vider les îles, en fait. Parce qu'il y a cette idée depuis l'accord entre l'Union européenne et la Turquie en mars 2016 que toute la procédure doit se faire sur les îles. Et ces îles sont en train de mourir, littéralement et écologiquement aussi, parce qu'il faut savoir que là-bas, il n'y a pas des usines d'incinération comme on a en Suisse et que tous les déchets sont enfouis dans la montagne. Et ces îles sont en train de craquer psychologiquement. Les habitants aussi qui voient leur place de Oui, jeu. ça, on Il n'en a faut, pas il parlé. faut aussi se Ouais, mettre dans la tête des habitants, hein, parce absolument. on a Ouais. tendance à dire qu'ils n'ont aucune légitimité à reprocher toutes ces arrivées. Il faut s'imaginer que quand on a un enfant à Samos et qu'on veut aller se promener avec son enfant et sa poussette dans la place de jeu où il y a les balançoires, c'est pas possible. C'est rempli de personnes qui attendent, qui ne savent pas quoi faire de leurs déchets, donc qui les laissent là, qui écoutent de la musique jusqu'à tard le soir. Et il faut réaliser que c'est très, très, très déstabilisant, choquant pour ces personnes qui ont grandi sur ces îles. Donc pour moi, la priorité, c'est de relocaliser tout le monde, parce que déjà, psychologiquement, c'est un enfer en plus d'être sur une île dans un endroit clos, et de relocaliser ces personnes sur le continent et d'accueillir ces personnes dans des lieux qui sont décents. Ça, pour moi, c'est l'urgence absolue. Et je sais que ça ne se fait pas parce qu'il n'y a plus de place, apparemment. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas à Athènes, Voilà, ouais. dans les grandes villes. Mais voilà, j'ai quand même du mal à m'imaginer qu'on ne puisse pas accueillir ces personnes-là, que ce soit en Grèce ou ailleurs d'ailleurs, quitte à ce qu'on fasse Leur procédure, procédure d'asile dans un pays, puis qu'ensuite ils y aillent ailleurs. Mais juste, ouais. voilà, que ces personnes-là puissent se reposer, retomber sur leurs jambes et pouvoir réfléchir sereinement. Et ça, c'est le logement qui le permettra. Je pense que c'est une des urgences les plus absolues. D'accord. Parce qu'en ce moment, il y a des centres, je sais, sur le continent, mais ils sont pas du tout adéquats, il n'y a pas de place, donc c'est quelque chose qui ne se fait pas, quoi. Non seulement c'est pas adéquat, mais je crois que c'est je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le HCR qui est Ouais, aussi impliqué dans la relocalisation. Et je ouais, crois que littéralement, en tout cas sur Athènes, ils ont plus d'appartements. Et bon, évidemment c'est que ça ça. coûte aussi beaucoup plus cher d'accueillir ces personnes-là dans les appartements ou dans les hôtels que de les accueillir dans des camps. Donc je dis pas que c'est simple, hein. Bien sûr que je comprends la complexité, mais je vois pas trop la différence de les avoir sur une île ou de les avoir sur le continent au vu des conditions, quoi. Bon, quand on parle de transfert, on entend effectivement, on parle beaucoup de transfert depuis les îles. Ouais. Les réfugiés nous disent on va à Athènes, ils vont plus à Athènes parce qu'il y a Mm. effectivement plus de Il n'y a place. plus de place. Il y a des personnes qui se retrouvent dans des anciens centres de vacances pour passer l'hiver là-bas. Donc, c'est des lieux qui sont absolument pas adéquats durant cette saison. Souvent, c'est des endroits qui sont perdus au milieu de nulle part, où il n'y a pas d'accès pour des organisations, pour des ONG, D'aide. pour faire des distributions, etc. Il n'y a pas de soutien légal, il n'y a pas de distribution de vêtements, etc. On n'a plus non plus le regard sur ce qui se passe là-bas. Ça nous arrive d'avoir des personnes qui sont déplacées et puis qui nous disent je suis, ils nous envoient la localisation à la frontière de l'Albanie. Il n'y a rien dans ce village, c'est un village abandonné, c'est pire, ou dans un endroit où il n'y a même pas de toit, je veux dire, des temps peut-être encore plus terribles, et il n'y a pas d'observateurs. Ouais. Donc, on ne sait pas vraiment ce qu'ils deviennent. Je pense qu'il y a une quantité de personnes qui sont détenues, c'est le mot qui me vient, je pense. Ouais, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que l'Union européenne est en train d'organiser des centres fermés dans d'autres endroits. Détenues par la force des choses, parce qu'il faudrait marcher 50 km pour arriver au village suivant, quoi. Moi, je trouve aussi qu'il faudrait évacuer les îles, mais pas à n'importe quel prix, et puis en garantissant un peu mieux le respect des droits humains que ce qu'on fait sur les îles, quoi. Alors, quand on parle de droits humains, ça m'amène à ma priorité à moi. Je pense que maintenant, sur les îles, il y a quand même pas mal d'organisations qui font des distributions de vêtements, etc., etc. À mon avis, ce qui manque le plus, c'est le soutien légal. Ouais. Avec le nouveau gouvernement de Mitsotakis, la loi grecque s'est considérablement durcie en matière Ouais, d'asile. depuis.
J'ai entendu ce matin ma collègue qui me disait qu'il y avait une nouvelle loi sur l'asile qui était en train d'être créée. Ce serait la 3e en une année, donc c'est vous dire la vitesse à laquelle les choses vont et à laquelle ça se durcit, parce qu'inutile de vous dire que chaque renouvellement de loi est un durcissement supplémentaire. Et ça veut dire que les réfugiés maintenant n'ont droit en principe qu'à un entretien d'asile, que personne ne les prépare à cet entretien. Donc si je prends Kios par exemple, j'aime bien parler de notre association partenaire, parce que quand Choose Humanity a commencé, on avait un volet légal, Emergency Legal Aid, qui a pris après son indépendance, puis qui est devenue l'association Assist. On voit ici le logo, qui est une des seules associations sur l'île à préparer notamment les requérants d'asile pour leurs entretiens, en leur donnant les informations avec l'aide d'interprètes qui sont formés et rétribués correctement, ce qui est de loin pas le cas de bon nombre d'autres associations qui sont supervisées. Ils ont aussi 2 avocats grecs qui collaborent pour mener des recours. Des recours. On a entendu que les recours ne peuvent être menés que par des avocats grecs. Il y a aussi toute une équipe d'avocats bénévoles qui travaillent aussi parfois à distance avec le Covid, notamment depuis la France, l'Angleterre, le Luxembourg. Donc, il y a besoin de bénévoles aussi, juristes, pour préparer les entretiens, donner les informations sur les droits et les devoirs, enfin, les choses basiques, quoi, qui ne se font pas. Et je pense que sans un soutien légal décent, les chances d'obtenir l'asile sont quasi nulles. Ça peut bêtement être de leur dire qu'il faut être au clair avec leur histoire, comme chez nous, de bien pouvoir séquencer son histoire, mais ça peut aussi vouloir leur donner des clés d'expression, parce que la communication interculturelle n'est pas la même pour tous. Si je pense à certaines personnes qui auraient tendance à avoir une communication très circulaire, puis à donner plein de détails, on a eu, et c'est ce que nos avocats grecs nous ont dit, des demandes d'asile qui ont été refusées, l'intervieweur ayant eu l'impression d'avoir été mené en bateau par quelqu'un qui tournait un peu autour du pot, comme on dit nous, alors que c'est une façon tout à fait adéquate dans le contexte culturel qui est le sien de s'exprimer. Donc il y a des... De ne pas aller directement au fait. Donc du soutien juridique, de l'accompagnement. Je pense que ça, pour moi, c'est la priorité. Et c'est vrai que ces derniers mois, Choose Humanity, je suis quand même partie 3-4 fois depuis l'été, mais c'est vrai qu'il y a moins de distribution à faire. Puis j'essaye dans la mesure du possible de soutenir Assist, parce que je pense que c'est difficile aussi de trouver des bénévoles, c'est difficile de lever des fonds pour des questions juridiques. Surtout quand, comme la direction d'Assist le fait, on refuse de dévoiler les cas, de raconter des histoires, de mettre des photos pour toucher la personne à l'émotionnel, les faire pleurer et leur donner envie de soutenir. Quand on est éthique dans ce domaine-là, c'est difficile de trouver le soutien nécessaire, que ce soit au niveau bénévole ou au niveau financier. Justement, il y a une question là qui est arrivée via Facebook d'une élue locale à Honnay, qui demande mais qu'est-ce qu'on peut faire ici au niveau politique? Elle, en tant qu'élue, qu'est-ce qu'elle pourrait faire sur le plan politique? Alors moi, je pense que ça, c'est un peu la formatrice en moi aussi qui parle. Je pense que ce qui est important, c'est de communiquer, de dévoiler, de dire ce qui se passe. C'est important, mais c'est un petit peu aussi la mission que j'ai envie d'accorder à mon livre. C'est d'être un outil qui permettrait à des personnes qui ne sont pas forcément familières avec les questions d'asile ou de migration au sens large, de découvrir l'être humain qui se cache ou que l'on cache derrière l'étiquette requérant d'asile, d'humaniser un peu tout ça, et peut-être que quand les citoyens ou quand d'une commune ou autre auront... c'est l'expérience que j'ai faite aussi comme enseignante quand je travaillais dans les classes d'accueil, je veux dire, où on avait des petits villages où on ouvrait des centres de requérants d'asile, puis la population était aux abois, et puis il y avait des pétitions qui circulaient, il y a trop de monde. Puis quand on menait des activités avec les enfants, les parents des enfants et les citoyens, et puis qu'on partageait bêtement, c'est cliché, mais qu'on partageait du café et des gâteaux, ça changeait toute la donne. Et je pense à un village en particulier où, quand le centre de requérants a fermé,
les mêmes personnes ont lancé une pétition pour leur dire mais il faut qu'ils restent, ça se passe bien. Donc je pense qu'au niveau politique, c'est aussi à ce niveau-là qu'il faut jouer, quoi. C'est de multiplier les occasions de rencontres vraies pour permettre aux gens de dépasser un peu leurs craintes. On a peur de ce qu'on ne connaît pas, donc de donner l'occasion de rencontrer l'humain en chacun d'entre nous, qu'on soit albanais, qu'on soit afghan, qu'on soit suisse. Et je pense que c'est seulement là qu'on peut créer un peu plus d'ouverture. Ça doit passer, à mon avis, du niveau local. Donc, cette élue, sur le plan local, elle pourrait faire des initiatives concrètes de rencontres avec des gens de la migration, des requérants, des… Voilà. Si elle veut un coup de main, je le lui donne volontiers. Voilà, l'info est lancée en tout cas. Merci. Voilà, je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions. Je regarde juste pour voir s'il y a d'autres questions qui sont venues du public. Pour l'instant, pas, je crois. Peut-être avant de clore, bon, j'imagine que la situation du Covid rend encore plus compliqué. C'est juste mettre à la puissance 20 les difficultés qu'on a déjà énoncées toute cette soirée. Mais si vous deviez conclure sur ce qu'on a dit ce soir, pour vous, je sais que Marie, vous aviez envie de lire un poème en fait. Donc je pense que c'est peut-être le moment qu'on le fasse. Avant, peut-être que Thomas, vous avez un dernier mot à dire. Alors, un dernier mot à dire, non, peut-être donner une réponse aussi à cette dame, ouais. municipale où je ne suis pas sûr Oui. de son grade exact, mais ouais, c'est municipal, ouais. Ouais. Je peux même donner son nom, Sarah Ruiz. Voilà. Ouais, pour moi, c'est en fait, je m'adresserais moins à la politicienne qu'à la citoyenne, mais Marie l'a déjà dit, mais en fait, je crois que le nerf de la guerre, ça reste quand même les sous, et il y a des ONG qui font quand même un travail admirable sur place. À Samos, il y a beaucoup de Suisses d'ailleurs qui sont engagés, pas mal de Suisses allemands. Et puis, en tant que citoyen ou citoyenne, parfois, il faut simplement aller se renseigner et essayer effectivement de trouver l'ONG qui nous touche, parce qu'il y en a qui s'occupent peut-être de plus de nouveau-nés, d'autres des mineurs non accompagnés, ou d'autres qui… Voilà, et voir un peu quelle est la mission qui nous touche la plus. Pourquoi pas prendre contact avec et envoyer… là, c'est l'hiver qui arrive en plus, et l'hiver, c'est vraiment difficile parce que les gens ont froid. Alors, je sais pas, parce que des fois, on envoie trop d'habits aussi, donc c'est peut-être Marie qui me dira qu'il faut peut-être freiner un peu. Mais donc ça, il faut aussi peut-être se renseigner un peu avant, effectivement, auprès de personnes qui sont sur place pour leur demander, voilà, qu'est-ce qu'il y a, de quoi on a besoin sur cette île en particulier, à cet endroit en particulier, et effectivement se renseigner avant d'envoyer, parce que nous, on a reçu, par exemple, à Samos, des quantités affolantes de jouets et de trucs, et on ne savait plus quoi en faire, et ça remplissait les armoires, et ça nous donne plus de travail qu'autre chose. Mais oui, je pense que essayer de localiser une organisation, prendre contact avec elle, demander quels sont les besoins, et puis envoyer cette aide-là, ça va aider beaucoup de monde sur place. Ouais, donc on renvoie d'ailleurs à l'ONG de Marie, hein, Choose Humanity, qui peut peut-être justement faire un tri de ses besoins, et si des gens ont envie de s'investir, de s'orienter déjà vers cette ONG qui pourra justement dispatcher ou expliquer ce qui est nécessaire. D'accord. Juste peut-être pour donner un aperçu un petit peu de ce qu'on a fait ces derniers temps, on a eu une demande à Lesbos pour soutenir les repas pour des personnes vulnérables, des femmes et des personnes porteuses de handicap. Donc, on a soutenu, Choose Humanity a soutenu une association tenue par un couple de Grecs à Lesbos. Il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion aussi d'aller dans le camp de Lavrio, qui est dans la périphérie d'Athènes. C'est un camp autonome kurde. Il y avait un convoi qui partait, ils avaient une quarantaine qui allait tomber justement avec le Covid. On a aussi soutenu en acceptant
de faire l'achat de nourriture pour contribuer aussi aux réserves pendant ce Covid. J'évoquais tout à l'heure le bénévole, mon ami médecin Pierre, qui travaille à Samos aussi avec Medequality Team. Quand j'ai été visiter, parce qu'évidemment, si j'envoie quelqu'un quelque part, je vais voir un petit peu ce qui se passe. L'équipe faisait une collecte pour financer les repas des bénévoles interprètes à midi qui ne pouvaient pas rentrer au camp. Moi, je trouvais que c'était un peu fort de demander aux bénévoles qui prennent déjà en charge tous leurs frais de faire ça. Donc, on apporte une contribution régulière pour ça. Donc, je pense que c'est important de... je ne suis pas dans la course aux ONG, quoi. Je pense que s'il y a des priorités dans une organisation, je trouve que c'est important de se coacher, de se soutenir parmi. Ce n'est pas forcément monnaie courante, hein. Je veux dire, il y a quand même... voilà, mais... Ouais. Non, mais j'ai vu effectivement aussi que ce n'est pas si simple la place des ONG en Grèce en ce moment, parce que le gouvernement Mitsotakis a aussi voulu mettre de l'ordre dans toutes ces ONG, parce qu'il y a eu un essor énorme au début, en 2015, avec un peu beaucoup de choses, parfois pas coordonnées, pas très transparentes. Et puis bon, voilà, maintenant, il y a aussi une question des sous, parce que ces ONG, elles recevaient des sous de l'Union européenne directement pour aider le gouvernement grec. Et maintenant, le gouvernement grec aimerait récupérer, je pense, reprendre la main. Donc, je sais que ce n'est pas non plus si évident d'atteindre les bonnes ONG qui peuvent faire du bon boulot sur place. J'avais juste envie de réagir par rapport au Covid. Ouais. Pour dire que je trouve que finalement, les réfugiés, les requérants s'en sortent pas si mal. Je pense qu'on s'attendait un peu à une hécatombe dans les camps. Heureusement, ça ne s'est pas produit. Je touche du bois en espérant que ça ne dégénère pas plus. Je pense que le Covid a été utilisé quand même pas mal par les autorités grecques pour limiter la liberté de mouvement des personnes dans le camp. Si je prends l'exemple de Chios, par exemple, les premiers cas de Covid sont apparus à la fin de l'été, mais déjà à partir de mi-mars, avril, la liberté de mouvement a été fixée de quinzaine en quinzaine, je veux dire, ça a été étendu jusqu'à 7 à 8 fois. Et je pense que c'est ce qui explique aussi la fatigue et la colère et les violences qu'on a pu observer à Moria avec cet incendie. À Chios, il y a aussi eu un petit incendie après, Samos aussi. Les réfugiés ont l'impression que le Covid est utilisé pour restreindre leur liberté de mouvement. Je pense qu'ils ont un bout raison. Et c'est vrai qu'au niveau intervention et encadrement par rapport au Covid, les mesures sanitaires ou les mesures qui auraient dû être prises n'ont pas été prises. Donc, mais je suis étonnée qu'il n'y ait pas plus de dégâts que ça. On s'en réjouit bien sûr. Tant mieux, ouais. La distance, l'hygiène, etc., c'est impossible à tenir dans des environnements aussi terribles. D'accord. Bon, en tout cas, je crois qu'on arrive au terme un peu de notre conversation. Merci à vous deux vraiment d'avoir partagé vos expériences et vos idées, vos propositions. Ça donne quand même aussi beaucoup de pistes à ceux qui sont ici pour comprendre ce qui se passe et puis pour agir aussi. Chacun à son niveau, qu'on soit journaliste, politique, simple citoyen, thérapeute et toute la diversité de nos profils. Alors, je vais laisser la parole à Marie, je pense, pour ce poème qui va clore la soirée. Merci. Merci de le lire. Je suis fatiguée. Comme un animal dans sa cage, mes pensées circulaires s'écrasent en silence contre les murs décrépits de mon âme. Je survis sous ma tente. Je ne dors plus, je ne mange plus, je ne pense plus. Je suis juste fatiguée. Ma femme, mes filles, mes garçons, les images m'assassinent, autant de stries sanguinolentes, agonie de mon souffle. Je suis tellement fatiguée. Faire la queue pour le même croissant aux agents conservateurs tous les matins. Faire la queue pour une barquette de nourriture qui nous rend trop souvent malades. Faire la queue, mendier, ou presque, si longtemps, trop longtemps. Bouteilles d'eau, shampoing, t-shirt usagé, chaussures, autre chose. Faire la queue comme une routine. Je suis fatiguée. Faire la queue comme d'autres vont travailler,
présenter sa carte, son numéro de dossier. Un troupeau de numéros fait la queue pour obtenir quelque chose, comme une tâche importante à réaliser, un rôle à remplir, une identité à redessiner sur des sables mouvants. Je m'essouffle, je manque d'air, je suis si fatiguée et plus encore. Faire la queue à l'hôpital, tendre un papier, attendre que le temps passe. Attendre que quelqu'un daigne me regarder, attendre un interprète, tendre la main et recevoir un autre papier, s'asseoir, attendre, 1 heure, 2, 3, 4, parfois plus. Voir un médecin qui signe une attestation de suivi sans avoir fait d'examen. Ne pas voir de médecin parce qu'il est trop tard, revenez demain. Faire la queue pour trouver quelqu'un avec qui partager les frais de taxi pour retourner au camp qui est si loin. Je marche dans la boue. Ma tente est détrempée. Les ordures libèrent leurs passagers clandestins. Sur le chemin, vers, rats et serpents se laissent emporter par les flots. Effluves d'excréments humains qui jonchent le sol, témoins sanglants de notre animalité. J'étouffe, je coule, dis, c'est encore loin le fond. Je n'ai plus rien à quoi me raccrocher, que quelqu'un me tende la main. Je vendrai mon âme pour pouvoir oublier, me reposer. Merci beaucoup, Marie, merci, magnifique. Merci en tout cas à vous deux. Je voulais juste, avant qu'on se quitte, redire à quel point j'ai aimé vos deux ouvrages et que je recommande à chacun de les lire. Donc, Flamme sur Lesbos, qui vous voyez apparaître à l'écran le site où vous pouvez le commander, de Thomas Epitofalo. Est-ce que je peux juste aussi Oui, préciser qu'on le trouve, comme je me suis un petit peu rendu compte aussi que les petits libraires souffraient en les approchant, dire, bon, alors il est chez Payot, mais pour les Lausannois qui seraient intéressés, il y a la librairie Basta, Ex Nihilo et Molly Bloom. Alors Basta, c'est à Chaudron, Ex Nihilo et Molly Bloom, c'est Sougar. Et puis comme ils m'ont fait un accueil assez génial et que j'ai un peu appris à les connaître, voilà, si jamais vous voulez aller chez eux, eh ben, c'est aussi super. Alors merci beaucoup de l'invitation et puis à très bientôt. Merci Thomas, merci beaucoup. Merci Marie, merci pour tout. Alors, je vais aussi faire de la pub pour les petits libraires sympas. Donc, allez-y. On peut obtenir mon livre aussi sur notre site, mais il y a la librairie de l'Olivier à Genève qui nous a fait une soirée super aussi. Donc, je pense chez Alain Bittard. Voilà, chez Alain. À Fribourg, on a aussi Payot, on a La Bulle, on a Albert Legrand, enfin différentes librairies comme ça. C'est vrai que le diffuseur de l'Harmattan est pas, il est inexistant en Suisse, donc on m'a mandaté approcher les librairies. C'est vrai qu'avec ce Covid, c'est aussi difficile de faire des événements autour d'un livre. Mais je remercie en tout cas Vivre Ensemble. J'ai eu un monstre plaisir à faire ça. C'était super de retrouver Thomas, plaisir de rencontrer aussi avant. Voilà, en tout cas moi aussi, c'était une très belle rencontre. Merci beaucoup de votre présence. C'est très dynamisant tout ce qui se passe comme ça dans une soirée comme ça. On se sent moins seul dans sa lutte et je trouve que c'est bien. Ouais, on est un peu virtuellement chacun chez soi, mais on est quand même un peu ensemble, donc c'est chouette. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Bye bye. Merci au public. Au revoir.